Avant de commencer, je me permets de vous parler de mon groupe de musique qui a besoin de tout le soutien possible. On s'appelle Anonymous Bastards et on fait du sleaze, mélange de glam rock et de punk. On passe souvent en concert en Suisse, mais on aimerait beaucoup jouer en France ou ailleurs. Alors n'hésitez pas à aller lâcher un like sur notre Insta et si vous connaissez une salle non loin de chez vous ou quoi, contactez-nous, on vous répondra avec plaisir. Et surtout, ça nous ferait super plaisir de pouvoir jouer. Deuxième chose, je participe cette année encore au Paris Fan Festival avec toute l'équipe Tolkien Winnet. Venez nous retrouver les 27 et 28 avril sur notre stand. Ça nous fera super plaisir. Plus d'infos dans un prochain post en communauté. Allez, si c'est pas fait, abonne-toi à la chaîne, on vise les 20 000 abonnés. Et on commence. Les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Alors Galadriel, c'est bien de dire ça, mais c'est assez osé quand même. Aujourd'hui, on va parler des elfes, leur histoire et tout le reste. Avant l'intro, sachez que quoi qu'il se passe, c'est un résumé. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à lire le Silmarillion et le reste de l'œuvre de Tolkien. Si je vous dis Seigneur des Anneaux, vous répondez tout de suite Anneaux, oui, mais elfes aussi. Et les elfes, dans le Seigneur des Anneaux, c'est quoi? À part des BG vieux comme le monde qui ressemblent à de jeunes adultes hautains et imbus d'eux-mêmes. Les elfes sont les premiers enfants d'Ilúvatar, le créateur de l'univers. Ils étaient plus beaux et plus grands que les humains, leur sens était plus aiguisé et leur connaissance plus longue. Les elfes étaient sveltes, gracieux, forts et résistants aux conditions extrêmes de la nature, aux maladies et aux affections diverses. Quoiqu'une flèche dans la tronche, j'appelle pas ça une maladie. Toutefois, il apparaîtra au cours de l'histoire que certains humains étaient pris pour des elfes, comme Túrin par exemple. Ainsi, les différences devaient être relativement subtiles tout de même. Les descriptions des elfes mentionnent leur peau claire, pâle ou carrément blanche à l'encontre de leurs cheveux, qui est souvent lié à leur famille. Blond, noir de jet ou gris. Certains avaient même les cheveux à la limite du roux comme Maedhros. Dans leurs yeux se reflétait leur longue expérience, mais leur couleur était souvent d'un gris d'acier, hormis pour certains individus décrits différemment tels que Éole dont les yeux étaient sombres. Concernant les oreilles pointues, la question est sujette à débat, mais il est communément admis que la forme de feuille des oreilles des elfes implique le fait qu'elles soient pointues, bien que si la feuille en question est une feuille de houx, c'est bizarre. Enfin, pour connaître leur histoire, il faut remonter aux prémices du monde, alors que les continents ne ressemblaient pas à ceux que tous connaissent aujourd'hui. Pour vous aider dans la compréhension de cette vidéo, je vous suggère fortement de visionner mon épisode dédié aux familles des elfes. C'est assez court, moins de 5 minutes, et les grandes lignes sont abordées. Il est en fiche juste en haut. Du coup, allez-y. C'est bon? C'est fait? On peut se lancer. Parce que après, dites-moi pas que vous comprenez pas les familles, hein. Allez, on y va. Alors que le monde était jeune, le premier souffle de vie fut donné aux elfes qui s'éveillèrent aux abords de Cuivianan, près de la mer d'Elcar. Quelque temps après leur réveil, l'un des Valar vint inviter les premiers-nés au pays de Valinor, là où la lumière des deux arbres éclairait le monde. Certains suivirent et d'autres non, comme la vidéo sur les familles le montre. Mais pour le moment, prenons le convoi des Eldar et allons en terre immortelle à leur côté. Vanyar, Noldor, Teleri, tel est le nom des 3 grandes familles que l'on pourra retrouver à Tirion la Belle, autour des jardins de Lórien, ou discutant paisiblement non loin de la colline de Tuna. Les Vanyar. Les Vanyar étaient le premier et le plus petit des clans des elfes, puisqu'ils n'étaient que 14 à leur début. Tous avaient des cheveux d'or. Ils étaient les plus aimés des 2 Valar, Manwë et Varda, et ils reçurent le don de la poésie et du chant qu'ils pratiquent mieux que quiconque à ce qu'on dit. Au début, les Vanyar habitaient Tirion avec les Noldor, mais ils aimaient tellement la lumière des 2 arbres de Valinor qu'ils s'installèrent dans les plaines et les bois de Valinor ou sur les pentes du mont Taniquetil, la plus haute montagne du monde. Leur roi, Ingwe, devint le haut roi des elfes et vécut sur Taniquetil, juste sous les salles de Manwë. Une Vanya notable, par exemple, fut Indis,
la seconde épouse de Finwë et mère de Fingolfin et Finarfin. Son second fils, Finarfin, hérita de ses cheveux d'or et les transmit à ses enfants, dont Galadriel par exemple. Presque tous les Vanyar de plein sang se contentèrent de rester en Valinor, et peu d'entre eux furent jamais vus en Terre du Milieu, car ils ne revinrent avec l'armée de Valinor que pour la guerre de la Grande Colère. La seule Vanya à avoir quitté Valinor contre la volonté des Valar est Elenwë, l'épouse de Turgon, qui périt en traversant El Caraxë et n'atteignit jamais les rivages de la Terre du Milieu. Sa fille, Idril, qui survécut à la traversée, avait la plus grande part de son Vanyarin de tous les exilés nommés. Les Vanyar vivent alors encore paisiblement à Valinor, entendant les échos des malheurs des Terres du Milieu. Les Teleri. Comme vous le savez si vous avez regardé la vidéo sur les familles des elfes, aucune d'entre elles n'est plus divisée ni plus nombreuse que les Teleri. Ainsi leur histoire prendra sa source avant Valinor et sera plus longue. La voici en résumé. Le clan des Teleri était si nombreux qu'il était dirigé à la fois par Elwë et par Olwë, son frère. Ils étaient le dernier clan à partir et les seuls à ne pas vouloir quitter les lieux sauvages de la Terre du Milieu. Ils étaient généralement les plus loin en arrière durant le grand voyage. Dès leur plus jeune âge, ils commencèrent à fabriquer des radeaux et des bateaux à aube, et leurs navires devinrent plus grands et plus solides lorsqu'ils durent traverser la mer de Rhûn au cours de leur voyage vers l'ouest. Contrairement à leurs frères qui traversaient vers Bois-le-Grand, les Teleri choisirent de le contourner par le sud lorsqu'ils rejoignirent les autres clans qui s'étaient installés dans les vallées de l'Anduin. Cette terre s'appelait Atiamar, jusqu'à ce qu'elle soit affligée par le mauvais temps et que les elfes doivent reprendre leur voyage. Les Teleri fournirent des bateaux pour traverser l'Anduin, qui était sauvage et en crue à cause des grandes tempêtes de neige dans les monts brumeux. Mais beaucoup s'opposèrent à ce voyage, effrayés par la rivière et la vue des montagnes toutes proches. Un groupe, mené par un certain Lenwë, quitta le voyage et se dirigea vers le sud. On les appela Nandor, ceux qui font demi-tour. Les autres Teleri finirent par franchir les monts brumeux et atteignirent l'est du Beleriand, près de la rivière Gallion. C'est à cette époque qu'Elwë tomba amoureux de Melian, la Maya, et il se sépara des Teleri, restant longtemps seul dans la forêt de Nan Elmoth à ne regarder qu'elle. Olwë devint leur chef, mais certains Teleri, en particulier les amis et proches parents d'Elwë, le cherchaient depuis longtemps et refusaient de poursuivre leur voyage sans lui, dans l'espoir de le retrouver. Ceux qui, en Sindarin, étaient connus sous le nom de Eglath, abandonnèrent le grand voyage. Les Teleri, étant les plus en arrière, ils étaient encore près du Gélion et n'entendirent pas l'appel d'Ulmo lorsque les Vanyar et les Noldor se rendirent à l'ouest. Lorsqu'ils apprirent que les autres étaient déjà partis, ils se dirigèrent vers les rives du Beleriand, près de l'embouchure du Sirion, dans l'attente d'Ulmo. Le Maya, Ossé, leur tint compagnie pendant leur attente et devint leur ami. Lorsqu'ils aperçurent la mer pour la première fois, les Teleri en devinrent amoureux et, par la suite, souhaitèrent vivre près du rivage, ce qui leur valut le nom d'elfes de mer en Aman. On pourrait croire que l'attente des Teleri fut brève, mais ce fut en réalité une centaine d'années qu'ils eurent à attendre. Quoiqu'une centaine d'années n'est qu'un battement de cils dans la vie d'un elfe. Plus tard, lorsqu'Ulmo arriva de nouveau avec l'île, car oui, faire des bateaux pour Ulmo c'était trop difficile, il fallait prendre une île, la désosser et la faire se déplacer comme un bac. Meilleur moyen de faire. Bref, la plupart des Teleri acceptèrent de voyager. Là encore, certains voulurent rester avec Ossé, et ils devinrent connus sous le nom de Falathrim, en Sindarin, avec Nowë comme chef. Sur les 46 Teleri qui entreprirent le grand voyage,
seuls 20 arrivèrent à Aman avec leur descendance, tandis que 26 autres premiers-nés restèrent en terre du milieu en tant que Sindar ou Nendor. L'île fut stabilisée par Ulmo, près de la baie d'El Damar, et elle fut nommée Tol Eressëa, l'île solitaire. Les Teleri y vécurent durant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'ils aient envie eux aussi de voir les autres Eldar qui vivaient dans l'Aman proprement dit. Avec l'aide d'Ossé, ils construisirent des bateaux et se rendirent sur les côtes d'Aman, où ils y habitèrent. Olwë y construisit une belle ville nommée Alqualondë, la plus grande cité des Teleri, et son peuple s'unit à ceux de Tirion et de Finwë. Au Beleriand, Elwë et Melian se remirent de leur enchantement. Elwë réunit les Eglath qui étaient restés en arrière et les Falathrim qui l'acceptèrent comme roi du Beleriand. Les peuples d'Elwë et de Nowë devinrent collectivement connus sous le nom de Sindar. Plus tard, ils furent rejoints par les Laegil, les Nendor, qui reprirent leur voyage vers l'ouest sous la direction de Denethor et arrivèrent en Osiriand. C'est pas la dernière fois que je le dis, mais Denethor c'est pas celui-là, c'est un elfe. Les Noldor. Les Noldor étaient considérés comme les plus grands des elfes et de tous les peuples de la Terre du Milieu en matière de savoir et d'artisanat. À Valinor, leurs connaissances et leurs compétences sont devenues considérables et ils ont toujours eu un vif désir d'approfondir leurs connaissances et leurs compétences artistiques, surpassant même leurs professeurs dans de nombreux domaines. Les Noldor aimaient aussi les mots et changeaient de discours, s'efforçant de trouver des noms appropriés pour toute chose. Ils étaient aimés d'Aulë le forgeron et furent les premiers à découvrir et à tailler les pierres précieuses. Leur principale cité était nommée Tirion sur la colline de Tuna. Parmi les plus sages des Noldor figurait Rúmil, créateur du premier système d'écriture et auteur de nombreux livres de science. Fëanor, fils de Finwë et de Míriel, était le plus grand de leurs artisans, le plus puissant dans l'habileté de la parole et de la main, et créateur des maudits Silmarils. Melkor, que tous connaîtront plus tard sous le nom de Morgoth, haïssait les elfes, méprisant leur joie et les rendant responsables de sa chute. Et il cherchait à les tromper en feignant l'amitié. Les Noldor, avides de connaissances, l'écoutaient le plus volontiers. Pendant ce temps, Fëanor créa les 10 Silmarils, et Melkor, qui les désirait ardemment, chercha toujours à répandre des idées et rumeurs parmi les Noldor. Mais au milieu de ses bons conseils apparents, Melkor sema des mensonges pour monter une maison des Noldor contre l'autre. Et finalement, la paix de Tirion fut empoisonnée. Les nuages approchaient. Après avoir menacé son demi-frère Fingolfin, croyant à tort que ce dernier avait l'intention d'usurper le trône, Fëanor fut banni de Tirion par les Valar. Il fut accompagné de ses 7 fils et de son père, Finwë, roi des Noldor. Il construisit la forteresse de Formenos au nord. Fingolfin resta en arrière comme souverain des Noldor de Tirion, et ainsi ce que Morgoth avait prédit se réalisa en partie. Mais Melkor avait encore d'autres projets à accomplir. Peu après, avec l'aide d'Ungoliant, une araignée géante, il détruisit les 2 arbres de lumière et arrivant à Formenos, il tua Finwë, vola les Silmarils et quitta Aman. Fëanor, accablé de chagrin et désireux de se venger, se rebella contre les Valar, en revenant à Tirion et en prononçant un discours et serment devant les Noldor, dans lequel il les persuada de quitter Valinor, de suivre Melkor en Terre du Milieu et de lui faire la guerre pour récupérer les Silmarils. Il fit le terrible serment, suivi par ses 7 fils, de poursuivre Melkor, de récupérer les Silmarils à tout prix, qui que ce soit qui les possédait. Fëanor réclama alors la royauté des Noldor, puisque son père était mort. Bien que la plupart des Noldor considéraient toujours Fingolfin comme leur chef, ils suivirent Fëanor en exil, car ce dernier avait un talent d'orateur hors pair. Après ce terrible événement, le destin de nombreux Eldar est chamboulé, et les dés sont jetés, et l'échec critique se profile. Quoique...
Comme on l'a vu, les Noldor ont décidé de quitter le pays immortel, guidés par le terrible Fëanor et ses 7 fils. Mais vous vous souvenez correctement du début de l'épisode, je pense. Certains elfes n'ont jamais effectué la traversée et ont vécu en Terre du Milieu. Elwë, que l'on appelle alors Elu Thingol, s'est lié à la Maia Melian et tous deux élisent domicile dans le pays de Doriath. On les appelle dès lors les Lathrim. Círdan a fondé des villes portuaires à l'ouest de Beleriand avec son peuple. Ils furent appelés Falathrim. Bon, on est d'accord, Círdan et Nowë, c'est la même personne, hein, c'est juste son nom dans une autre langue. Je change ici parce que c'est le nom qui lui sera donné sur toute la fin de l'épisode. Au nord, une troisième branche existe, il s'appelle Mithrim. Dans les bois Osiriand, il était possible de trouver les Laiquendi menés par Denethor, non pas ce Denethor, mais un elfe. Il existait aussi sans doute des colonies éparses donnant leur allégeance à tel ou tel seigneur, mais ça c'est une supposition personnelle. Donc, tous ces peuples en Beleriand vivaient sous la menace constante de Morgoth au nord. Il vint un temps où les Noldor arrivèrent en Terre du Milieu. Certains après un massacre fratricide, d'autres après un long voyage par les glaces du nord, El-Caraxë. Dagor Nuin Giliath, la bataille sous les étoiles, car à cette époque, le soleil ou la lune n'existaient pas encore. Les Noldor furent assaillis dans leur camp avant que leur défense ne soit érigée. Les orques de Morgoth étaient bien plus nombreux qu'eux, mais les Noldor, porteurs de la lumière de Valinor, les vainquirent plutôt rapidement. Les orques battirent en retraite à travers les montagnes de l'ombre vers Ardgallen, la grande plaine d'herbe verte devant Angband, mais ils furent poursuivis par les Noldor. Les forces de Morgoth, qui assiégeaient à cette époque les havres des Falas, depuis la première bataille de Beleriand à peu près, marchèrent vers le nord pour aider les autres armées de Morgoth en fuite. Mais une force dirigée par Celegorm, fils de Fëanor, leur tendit une embuscade près d'Eithel-Tirion et les repoussa dans le marais de Serech. La bataille dura 10 jours, et tous les orques périrent, à l'exception de quelques-uns. Et Fëanor, dans sa colère, poursuivit ce petit groupe. La situation changea à l'orée de Dor Daedeloth, lorsque les Balrog sortirent dans un grand fracas du Thengorodrim. Fëanor se battit avec acharnement, taillant en pièces son ennemi, même après avoir reçu plusieurs blessures de Gothmog, le seigneur des Balrog, jusqu'à ce qu'il soit finalement mortellement blessé. C'est alors que les armées de ses fils l'atteignirent et que les orques et Balrog battirent en retraite. Mais Fëanor était tombé et le grand héros des Noldor à l'esprit de feu se consuma dans la mort sans que son serment ait pu être accompli de son vivant. Mais ses fils restaient. Quand les armées de Fingolfin arrivèrent en Terre du Milieu, l'amertume était grande entre les deux branches des Noldor. Ils en vinrent presque aux armes, gardant un lac entre eux pour les séparer. Les Sindar qui vivaient là crurent au début que l'armée des Noldor était la réponse des Valar à leur appel à l'aide. Alors au début, les Noldor avaient les faveurs de Thingol en Doriath. Mais il vint un moment où la vérité éclata, et les Noldor ainsi que leur langue fut bannie. Car Olwë, qui avait été massacré à Alqualondë par Fëanor, n'était nul autre que le frère du roi Thingol. Ainsi, voici la répartition des royaumes et terres après l'arrivée des Noldor en Beleriand. Je vous laisse la carte un moment car celle-ci pourra être vraiment utile dans l'avenir. Ainsi donc, au cours des 60 années qui suivirent Dagor Nuin Giliath, les Noldor prirent pied en Terre du Milieu. Morgoth fut informé par ses espions que les Noldor étaient plus occupés par les affaires de la vie de tous les jours et leurs tractations entre eux que par la vigilance à son égard et qu'ils n'étaient pas préparés à la guerre, ou du moins, pas assez. Morgoth choisit ce moment pour frapper. Les montagnes y crachèrent du feu et les orques se déversèrent d'Angband à travers Ardgallen. Le gros des troupes orques attaqua les hautes terres de Dorthonion, tandis qu'une partie des troupes passa par le col de Sirion à l'ouest et par la passe de Maglor à l'est. Les rapports des espions de Morgoth étaient cependant erronés, et les Noldor étaient plus vigilants qu'ils ne le pensaient. Les armées de Fingolfin et de Maedhros contre-attaquèrent, bientôt à l'est et à l'ouest. Ils prirent l'armée de Dorthonion en tenaille et la horde des orques fut prise entre le marteau et l'enclume des deux forces elfiques.
la plupart des serviteurs du Seigneur des Ténèbres étant détruites, et le reste battant en retraite vers Angband. Les Noldor les poursuivirent et détruisirent complètement ce qui restait de leurs ennemis à portée de vue des sommets du Thangorodrim. Les bandes d'orques qui s'étaient détachées de la grande armée et s'étaient égarées dans l'ouest et l'est du Beleriand furent détruites par d'autres forces elfiques envoyées par d'autres seigneurs. Les Noldor, conscients du danger qui les guettait, resserrèrent leurs gardes, mais ne purent encercler complètement Angband au nord. Les monts de fer s'avérant infranchissables à cause de la neige et de la glace, et probablement de leur hauteur. Ce fut le début de ce qu'on appela le siège d'Angband, qui dura près de 400 ans. Cette période de paix ne fut rompue que par quelques incidents épars dont on ne parlera pas ici. Durant ces guerres, il existe de nombreuses histoires intéressantes, comme celle de Finrod, l'arrivée des humains, la longue peine de Beren et Luthien et tant d'autres qui mériteraient notre intérêt. Mais ces histoires sont pour la plupart déjà présentes sur la chaîne dans la playlist Premier Âge. Ainsi je ne vais pas m'étendre dessus et lier Dagor Aglareb avec la bataille suivante, même si celle-ci se déroule des années et des années plus tard. En l'an 455, Fingolfin envisagea un nouvel assaut sur Angband, car Morgoth avait été contenu et non totalement vaincu. Ainsi, la menace de nouveaux dangers imaginés par son esprit tortueux était présente dans l'esprit de Fingolfin. Engrod et Aegnor étaient du même avis, mais la plupart des Noldor, en particulier les fils de Fëanor, étaient satisfaits de l'état actuel des choses et hésitaient à payer le coût mortel d'une telle attaque. Il n'y eut donc pas d'attaque, et Morgoth fut laissé tranquille. Et il put continuer à se renforcer secrètement jusqu'à ce que ses préparatifs soient terminés. En fait, Morgoth c'est un joueur rouleau compresseur de BFME. Le mec qu'on voit pas de la game, vous savez, puis qui explose d'un coup et qui noie ses ennemis sous des troupes full améliorées. Alors que l'hiver régnait en maître et que les pierres fondaient sous l'assaut du froid, des rivières de flammes jaillirent du Thangorodrim. Les montagnes de fer paraissaient bouillonner de feu et de fumée mortelle à l'horizon. Les flammes consumèrent la plaine d'Ardgalen qui fut rebaptisée Anfoglith. De nombreux elfes périrent en tentant d'échapper à l'incendie, et à la confusion causée par les flammes et la fumée gêna les défenseurs qui surveillaient Angband. Morgoth envoya alors ses armées menées par Glaurung, premier des Uruk-hai, les dragons. Derrière Glaurung venaient des Balrogs et des multitudes d'orques qui massacraient tous ceux qu'ils rencontraient. Les hautes terres de Dorthonion subirent une grande partie de l'assaut et furent envahies. Angrod et Aegnor furent tués, et de nombreux hommes de Beor tombèrent, y compris leur seigneur Bregolas. Le roi Finrod Felagund vint au nord de Nargothrond avec une armée, mais Finrod, avec une petite compagnie, fut encerclé dans le marais de Serech et coupé de son peuple. Finrod aurait été capturé ou tué, mais il fut sauvé par une sortie menée par Barahir, frère de Bregolas, qui combattait dans l'ouest du Dorthonion, près du col de Sirion. Ils réussirent à passer au prix de lourdes pertes, et Finrod et les siens rentrèrent à Nargothrond, tandis que Barahir continuait à défendre Dorthonion. C'est cette action qui valut à Barahir de recevoir l'anneau de Finrod, qui deviendra plus tard l'anneau de Barahir, ainsi qu'un vœu d'amitié indéfectible entre les deux maisons. Au nord-ouest, Fingolfin et Fingon marchèrent avec leur armée pour aider les fils de Finarfin, mais ils furent repoussés dans les forteresses des montagnes. Ador, le seigneur de Dorlomin, et son fils cadet Gundor furent tués en défendant l'arrière-garde de Fingolfin. Dans les forteresses des montagnes, une bataille féroce opposa les forces de Morgoth aux elfes et aux hommes du nord. Ithlum fut défendu avec succès contre les orques et les Balrogs, mais Fingolfin fut séparé de son peuple pendant la bataille. La marche de Maedhros fut lourdement attaquée par les armées de Morgoth, au prix de lourdes pertes. Les armées de Morgoth forcèrent le col d'Aglon, et Celegorm et Curufin s'enfuirent avec leur peuple à Nargothrond. Maedhros parvint plus tard à refermer le col, mais les cavaliers du peuple de Fëanor furent submergés dans la plaine de Lothlan, et la passe de Maglor fut prise. Glaurung s'y rendit et brûla les terres entre les bras de Gelion. Une fois la passe prise, les orques se dirigèrent vers le sud
et s'emparèrent de la forteresse de Caranthir sur le mont Rérir. Targelion fut ravagé et le lac Elevorn souillé. Les orques traversèrent ensuite le Gallion pour pénétrer dans le Beleriand oriental. Maglor s'enfuit pour rejoindre Maedhros à Imring, tandis que Caranthir fuyait vers le sud avec Amrod et Amras à Amon-Ereb, qu'ils défendirent avec l'aide des elfes verts. Et les orques n'entrèrent ni dans le Taorim d'Uinath, ni dans l'Othiriand. Maedhros se battit vaillamment contre les orques avec l'aide de Maglor et des habitants de Dorthonion et des marches de l'Est, empêchant Morgoth de prendre la forteresse Imring. La guerre ne cessa jamais complètement au Beleriand par la suite, mais la bataille fut considérée comme terminée avec l'atténuation des attaques de Morgoth à l'arrivée du printemps. Cette bataille fut un tournant dramatique dans les guerres de Beleriand, car Morgoth montra à cette occasion que sa puissance était inéluctable et surtout qu'il ne fallait pas le laisser tranquille. Au cours des 2 décennies qui ont suivi leur défaite dans la Dagor Bragolach, la bataille de la flamme subite, les Noldor ont perdu le contrôle de tout le nord du Beleriand et se sont pour la plupart réduits à des réfugiés vivant à Ithlum et à Nargothrond. Gondolin demeura caché et Turgon oublié. En l'an 468, Maedhros, après avoir entendu les exploits de Beren et Luthien, comprit que Morgoth n'était pas si inattaquable et envisagea de prendre l'offensive contre Angband, avant que Morgoth ne les détruise tous un par un. Il planifia donc de réunir les ennemis de Morgoth au sein d'une nouvelle alliance nommée l'Union de Maedhros. Dans le cadre de cette union, tous les elfes du Beleriand ainsi que les Edain, les nains et les hommes de l'Est nouvellement arrivés furent invités à s'allier pour combattre Morgoth. Les forces naines de Nogrod et de Belegost s'activèrent à préparer des armes et les hommes de l'Est qui suivaient Bor et Ulfang furent entraînés à la guerre. Dans l'ouest du Beleriand, les hommes de Ithlum se préparaient, de même que les hommes de la maison de Hador et les habitants de Haleth. Des nouvelles de l'Union parvinrent également à Turgon en Gondolin. La guerre allait éclater encore, mais cette fois-ci si violente et soudaine que Morgoth n'aurait d'autre choix que de se rendre. Orodreth, le roi de Nargothrond, héritier de Finrod, refusa d'y participer, mais Gwyndor rejoignit l'Union, commandant un groupe d'elfes contre son gré. De Doriath, où Thingol avait juré de ne jamais combattre aux côtés d'un fils de Fëanor, ne vinrent que Mablung et Beleg, qui ne souhaitaient pas en rester là, et surtout souhaitaient se venger de Morgoth. Un an plus tard, Maedhros fit la première épreuve de force, et nettoya les régions du nord de Beleriand des orques et regagna une grande partie des terres que les elfes avaient perdues lors de Dagor Bragolach. Même Dorthonion fut libéré. Cependant, à l'insu de Maedhros, Ulfang et ses partisans s'étaient secrètement alliés à Morgoth, et ses espions avaient fait part des plans de l'Union au Seigneur des Ténèbres. Puis ce qui devait arriver arriva. La bataille qui devait être l'une des plus glorieuses fut par la suite nommée Nirnaeth Arnoediad, les larmes innombrables, car nulle famille n'avait été épargnée par l'appétit morbide de la guerre. Tous avaient perdu un frère, une sœur, un proche ou un ami. De nombreux seigneurs n'étaient plus, et Morgoth put mettre à sac tout le Beleriand. Nul ne put lui résister, hormis Doriath et Gondolin. Après la quasi-destruction des elfes, les derniers survivants se trouvaient aux bouches du fleuve Sirion et dans la baie de Balar, et ils étaient dirigés par Gil-galad et Círdan. Parmi eux se trouvait Eärendil, le fils de Tuor et d'Idril. Ce dernier entreprit un voyage miraculeux vers Valinor pour implorer le pardon des Valar. Sa demande fut exaucée. Les Valar traversèrent alors la mer jusqu'en Terre du Milieu lors de la guerre de la Grande Colère. Ils repoussèrent Morgoth dans le néant et purifièrent le Beleriand. Ils proposèrent à nouveau aux elfes de retourner avec eux en Valinor. Certains acceptèrent,
mais beaucoup d'autres sous la direction de Gil-galad choisirent de rester sur les terres pour lesquelles ils s'étaient battus. Ainsi, avec l'intervention des Valar et de la guerre de la Grande Colère, se termine le premier âge des Terres du Milieu. Beaucoup plus riche en récits que celui que vous venez d'écouter. Car 1000 choses se sont produites, 1000 destins entremêlés et histoires tristement terminées. Car si Morgoth avait été banni, le mal n'en était pas moins toujours présent, sous une autre forme. Bien que Morgoth ait été banni pour ne plus troubler le monde, Sauron, son plus grand serviteur, était toujours là. Et il fit la guerre aux derniers elfes qui avaient choisi de ne pas quitter la Terre du Milieu tout au long des 2e et 3e âges. Au cours de cette période, les elfes se rendirent compte que les hommes s'élevaient pour prendre leur place, et Sauron exploita leur nostalgie des terres immortelles. Sous le nom d'Anatar, il corrompit Celebrimbor, le petit-fils de Fëanor, dans le but de fabriquer de fantastiques outils de domination, les anneaux de pouvoir. Plusieurs vidéos de la chaîne en parlent. Les 3 anneaux furent créés spécifiquement pour préserver les elfes des ravages du temps, par exemple. Anatar n'était nul autre que Sauron qui, à son tour, forgea un anneau unique pour les gouverner tous. Toutefois, les elfes se rendirent compte de la supercherie et défièrent Sauron, qui leur fit alors la guerre. Cette période vit le déclin des Noldor restants, le sac du beau pays d'Eregion et la mort de Celebrimbor, le dernier descendant direct de Fëanor. Au cours des siècles suivants, les elfes continuèrent à répondre à l'invitation des Valar, à désirer la mer et à partir pour les terres immortelles. Des royaumes comme Dol Amroth, autrefois fondés par les elfes, furent désertés et laissèrent leur place aux hommes. Lors de la bataille de la dernière alliance, les elfes furent présents en hommage à l'union de Maedhros. Mais là où l'union avait échoué, l'ultime alliance menée par Gil-galad et Elendil, Elrond et Isildur et Anarion, réussit au-delà de tout espoir. Le Mordor fut assiégé, la tour sombre détruite et les orques massacrés. Mais Gil-galad ne retournerait jamais dans Lindon, et Elrond devint héritier légitime du titre de roi qu'il ne prit jamais. L'anneau perdura cependant, et ainsi Sauron put survivre. Avec l'arrivée du 3e âge, l'influence des elfes fut retirée dans de petites zones, telles que Foncombe, Lothlórien, le royaume de la forêt ou Lindon. Les grands jours étaient passés, et tous les elfes partaient petit à petit en direction des havres, pour prendre la mer et retrouver le pays immortel. Certains trouvèrent encore à s'illustrer durant le 3e âge, comme Elrond, Galadriel, Legolas ou Arwen. Mais leurs faits, pour héroïques qu'ils furent, ne montraient là que la fin des jours elfiques, leur nostalgie ayant pris le pas sur leur entrain à vivre en Terre du Milieu. À la fin du 3e âge et au début du 4e, les derniers seigneurs elfiques s'en allèrent pour Valinor, reprenant avec eux leur lumière, laissant les âges futurs aux hommes et à leurs enfants. Mais si les âges passés ont appris quelque chose aux elfes, c'est que le mal n'est jamais vraiment éradiqué. Et il surgira toujours là où il est inattendu. Merci d'avoir suivi ce long épisode sur les elfes, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire qui est votre elfe préféré de tout le légendaire de Tolkien. Moi, c'est Finrod Felagund. Beaucoup d'éléments ont été passés au silence, je le sais, mais si je ne le faisais pas, l'épisode aurait aussi bien pu être une lecture du Silmarillion. Et si tout était dit, quel serait l'intérêt de lire le livre après tout? Et c'est là l'intérêt principal de ma chaîne, vous donner envie de lire les œuvres de Tolkien. Plus que jamais, si vous souhaitez soutenir la chaîne, un partage, un like, un commentaire, tout ça, ça aide probablement à la faire ressortir et à la recommander aux passionnés. Parce que l'algorithme, je sais toujours pas comment il fonctionne, moi. Si vous pouvez le faire, aidez-moi sur Tipeee, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, ça pourrait m'aider dans la production de futures vidéos aussi longues que celle-ci. Parce que oui, 35 minutes, c'est quand même assez long, mine de rien. Moi, je vais vous laisser. On se retrouve
pour une prochaine vidéo. On se retrouve sur Twitch ou ailleurs. À bientôt en Terre du Milieu. Merci de m'avoir suivi. Ciao!